Bonjour à tous, merci de votre fidélité, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct, bienvenue pour cette nouvelle édition de Météo La Carte, votre magazine 100% météo pratique. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors ça dit quoi côté ciel aujourd'hui? La pluie qui remonte, elle est tout au sud, elle va gagner le nord. Attention, épisode neigeux pour la nuit prochaine sur les régions du quart nord-ouest, la Normandie. 3 départements qui sont en vigilance orange, on en reparle dans un instant. Un vrai poème. Allez, on va se remonter le moral donc avec Wassila Guedouch qui va tout vous dire sur les huîtres, comment les choisir et surtout comment les cuisiner au barbecue. J'ai en effet bien dit barbecue. Cette saison, enfin quand le printemps daignera enfin montrer le bout de son nez peut-être. Comme on est sympa, en plus on vous dit même comment les ouvrir sans souffrir. Regardez. Florent et sa fille Florie nous accueillent aujourd'hui au bord de l'étang de Thau dans le Languedoc-Roussillon. Dans la famille Tarbourièche, on est ostréiculteur de génération en génération. C'est une affaire de famille en effet. Depuis quelques années, notre ostréiculteur a développé une technique unique au monde pour obtenir ce qu'il appelle des huîtres solaires. On est passionné en tout cas et on essaye de faire partager ça au plus grand nombre. Vous allez tout savoir sur les huîtres, comment bien les choisir, à quelle saison sont-elles meilleures, comment les cuisiner de façon simple et originale. Il suffit d'avoir envie de goûter des choses un peu exceptionnelles et on se régale, quoi. Ce père de famille a su transmettre à sa fille de 22 ans sa passion pour l'huître. Florie va donc nous révéler les secrets de la recette familiale, les huîtres sauce brazucade. Et quelques ingrédients que je ne pourrais pas citer pour garder un petit peu de secret dans la recette familiale. Bienvenue dans l'univers de la famille Tarbourièche. L'étang de Thau communique avec la Méditerranée. Contrairement au littoral atlantique, cette étendue d'eau ne connaît donc pas la marée, un facteur important dans l'élevage ostréicole. Pour améliorer la qualité de ses huîtres, Florent a fait le pari un peu fou de reproduire le cycle des marées grâce à un système alimenté à l'énergie solaire. Le principe est d'immerger ou d'émerger à sa guise les suspensions d'huîtres. Sortir les huîtres tous les jours, de les exposer comme ça au soleil, aux rayons UV justement, et la coquille va prendre des couleurs un peu roses, un peu violacées. Les huîtres vont être obligées de résister pendant parfois 48 heures, donc se fermer solidement pour vivre dans leur eau en plein soleil. Et donc le muscle va devenir plus gros. Et c'est justement dans les muscles qu'on retrouve le sucre en fait. Ce mécanisme permet donc à Florent d'obtenir une variété d'huîtres hors du commun. Elle est de couleur rose, elle est très goûteuse et elle est très charnue, pouvant atteindre les 300 grammes de chair, alors que le poids moyen d'une huître est de 70 grammes environ. On a tendance à dire qu'il faut consommer les huîtres durant les mois en R, de septembre à avril. Or, si le mois de décembre signe l'apogée de ce mets de qualité, on peut finalement les consommer toute l'année. Seulement durant les saisons chaudes, les huîtres seront plus laiteuses. Mais alors, comment reconnaît-on une bonne huître? Une belle huître, pour moi, c'est une huître qui est bien conquée. Qui a plutôt cette forme assez arrondie, qui n'est pas trop longue. Voilà, ça c'est une belle huître. Après, une bonne huître, je crois qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a des huîtres qui n'ont pas beaucoup de chair, donc c'est une huître qui va y avoir beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc perso, j'aime pas. Pour moi, c'est peut-être pour ça que je suis pas très objectif. C'est une huître qui est très charnue, qui a une très belle coquille, extérieure et intérieure. 99,9% des ostréiculteurs sont des hommes passionnés par leur métier et voilà, donc ils mettent tout en œuvre pour le plus grand plaisir des consommateurs, quoi. Donc elles sont toutes bonnes en fait. Mais avant de savoir si les huîtres sont à votre goût, encore faut-il savoir les ouvrir facilement sans se blesser et sans endommager le produit. La technique la plus simple pour ouvrir une huître, prendre l'huître côté bombé dans le creux de la main, le pointu vers soi. Il faut repérer là, le petit passage, et c'est très fin, hein, c'est 1 millimètre en fait. Hein. Donc il faut positionner le couteau, qu'on tienne d'ailleurs de manière assez énergique avec la lame courte en fait, hein, pour ne pas risquer de se le planter. Donc il suffit de rentrer le couteau entre les deux coquilles, de pénétrer, en faisant comme ça des petits mouvements latéraux, et on coupe le muscle sans forcer. Et une fois que le muscle est coupé, on essaye de décrocher un petit peu le manteau pour pas trop abîmer l'huître, et on se retrouve hein, ici, avec une huître convenablement ouverte. Il suffit finalement de décrocher le muscle inférieur. Voilà. Donc bien sûr qu'on déguste. Il faut bien mâcher, parce que l'huître est vivante bien sûr. Elle est croquante, donc il faut, pour exprimer toutes les saveurs et toutes les textures, il faut vraiment mâcher longuement.
Florent rejoint sa fille au bord de l'eau. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous, alors on cuisine à l'extérieur. Donc on va s'attaquer à la recette de la sauce de moule en brasducade, qui est une recette familiale donc, que ma mère m'a transmise et qui avait été transmise auparavant. Les huîtres se consomment le plus souvent crues, mais elles peuvent très bien être cuites comme dans la recette de la famille Tarbourièche. Il y a quelque chose qui est pas mal à faire, c'est donc juste mettre un peu de poivre et des baies sur l'huître et la passer à peu près 5 minutes au four, juste tiède. Pour réaliser ce plat, il faut de l'huile d'olive, du vin blanc, des oignons, de l'ail, du persil, du citron, des herbes de Provence et bien sûr nos huîtres. La chair va réduire à la cuisson. Donc ce qui est important, c'est de les choisir bien charnus. Florie émince des oignons, l'ail, le persil. On va venir y ajouter donc la base de la sauce, qui est l'huile d'olive et le vin blanc. Donc on a choisi un vin blanc de chez nous, bien entendu. Elle ajoute ensuite le zeste d'un citron, puis les herbes de Provence. Pour le reste, ça restera un petit secret de famille et on restera sur ces ingrédients-là. Il faut entretenir le mystère pour venir le déguster chez nous. Généralement, les amateurs d'huîtres crues les assaisonnent avec de l'échalote et du vinaigre. Pour Florie, cet assaisonnement ne met pas en valeur les saveurs de l'huître. Mais disons que c'est dommage. Voilà, on va vraiment, le vinaigre va prendre le dessus sur le goût de l'huître. On va oublier l'iode avec le vinaigre. Il vaut mieux le faire avec un petit peu de citron quand on veut le déguster cru. Florie remplit maintenant les huîtres de sauce et les place sur un lit de brasier. À la maison, vous pouvez très bien les mettre au barbecue. Il ne faut pas que ce soit trop cuit parce qu'après l'huître va être un peu caoutchouteuse. Donc il faut qu'on reste vraiment sur une mi-cuisson. Voilà. Donc il faut attendre 2 petites minutes que l'huile soit un peu moins chaude. Et après c'est parti, on peut déguster quoi. Top. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré les oignons, la persil et tout ce qu'on a mis dedans, on a quand même toujours ce goût d'huître, d'iode. Et ça c'est le plus important. Alors je veux bien les huîtres, le barbecue et le ciel bleu. Et pour info, j'ai rarement vu Laurent Romeshko aussi attentif pendant un sujet. Quand elle est bien charnue comme ça, c'est top. Hein. N'est-ce pas? Demain, ne ratez pas la vraie recette de la blanquette de veau et à l'ancienne, s'il vous plaît. Si je vous dis qu'il existe une ville où il n'y a ni acariens, ni moisissures, que les bienfaits du climat sur la santé sont scientifiquement reconnus, vous me dites alors, et je vous entends, mais où est-ce que c'est Mais qu'on tout y à aille? fait. La réponse, c'est Briançon, une ville bénéfique, surtout au printemps, malgré le retour des pollens. Voici la Guédouche a failli poser définitivement ses valises. À 1326 mètres d'altitude, Briançon est la plus haute ville d'Europe. C'est aussi la ville qui grimpe, c'est la ville qui glisse. Avec plus de 50 disciplines représentées, elle est aussi l'une des villes les plus sportives de France. Briançon, c'est cool. Les Briançonnais sont servis par un climat exceptionnel. C'est pas une légende, il fait vraiment très beau à Briançon et c'est agréable. Incroyable, depuis toujours, le climat caractéristique de Briançon a la réputation d'être bénéfique pour la santé de ses habitants. Le climat est excessivement sain. Comment le climat peut-il soigner? Des sportifs, des spécialistes de la santé et de la météo répondent aujourd'hui à cette question. Sur 11 000 habitants, la commune de Briançon compte plus de 5 000 personnes rattachées à un club sportif et abrite quelques champions. Pierre Vautier est triple champion du monde de snowboard. Nous l'avons rencontré pendant son entraînement. Honnêtement, la météo, je la regarde même pas. Hein. Je sais que demain il fait beau, l'été on a souvent des orages passagers dans l'après-midi, mais bon voilà, c'est quand même assez confortable à ce niveau-là. J'y suis né, j'y reste, je bouge beaucoup autour et je m'y sens d'autant mieux quand j'y reviens. Briançon est situé au carrefour de 5 vallées et jouit d'un tel climat grâce à sa position. On est bien abrité par toutes les montagnes environnantes. D'habitude, les montagnes, c'est plutôt une zone où il y a beaucoup de nuages, où ça bloque les nuages. Ici, on a la chance d'être dans les Alpes du Sud et de ce fait, on bénéficie de ce qu'on appelle des effets de föhn très fréquents. Et cet effet de föhn a pour effet d'assécher l'air et donc de décomposer tous les nuages, d'arrêter les pluies qui viennent du nord-ouest. Et donc, il fait souvent beau, souvent ensoleillé. Il y a 300 jours où il y a plus de 2 heures de soleil par jour. Et donc à Briançon, nous les jours de brouillard, on les compte sur les doigts de la main, c'est de l'ordre de quelques jours par an maximum.
Briançon a un riche patrimoine médical. Au XVIIIe et XIXe siècle, pour se soigner, les tuberculeux venaient respirer l'air de la ville, ce qui lui valut le statut de station climatique. L'Académie de médecine a défini au début du XXe siècle la notion de station climatique, c'est-à-dire des lieux d'altitude, de plaine ou de littoral où les bienfaits du climat sont reconnus pour la santé. En plus d'être une station climatique, Briançon a été élue ville santé par l'Organisation mondiale de la santé en 2010. L'ensoleillement, le froid et l'air sec, autant de facteurs intervenant dans la qualité de l'air de la ville. Le fait que le climat est sec, il y a très peu de risques d'allergie aux moisissures atmosphériques. Et les acariens qui sont responsables d'allergies respiratoires ne se retrouvent pas à Briançon. Les pollens sont concentrés sur une courte période, comparativement à des villes où le climat est doux et humide. Sans moisissures, sans acariens et avec très peu de pollen dans l'air, les infections respiratoires sont peu fréquentes à Briançon. Il est indéniable que pour beaucoup de personnes, de venir se soigner à Briançon ou encore mieux d'y séjourner, c'est un bienfait pour notamment les maladies asthmatiques. À 25 ans, Teddy est asthmatique depuis toujours, ce qui ne l'empêche pas d'être hockeyeur sur glace. L'air de Briançon a changé la vie de cet ancien grenoblois. Quand j'étais à Grenoble, j'avais, je pense, par an, je devais avoir une bonne vingtaine de crises d'asthme assez sévères, on va dire. Et là, depuis que je suis à Briançon, j'en ai peut-être dû faire une, mais on va dire beaucoup moindre qu'à Grenoble. Ça va faire 5-6 mois que je suis ici. C'est le top, hein. Il fait bon, la montagne, l'air c'est impeccable, on se sent vraiment bien. J'habite à Briançon depuis 33 ans. Et j'apprécie beaucoup le climat de Briançon parce que c'est un climat qui est sec, qui fait très beau. Le soleil, ça donne beaucoup le moral. Il y a un adage qui dit quand on est asthmatique, on abandonne son asthme sur le quai de la gare. Et donc quand on veut venir profiter des bienfaits du climat, il ne faut pas se tromper de gare, il faut descendre à Briançon. Ce serait vraiment ballot de se tromper de gare, effectivement. D'autant que Briançon, eh bien, en dehors de ses vertus thérapeutiques, est aussi un site culturel extrêmement riche. Briançon possède le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, s'il vous plaît. Bravo. Eh bien, le label qu'on est en revanche pas prêt de remettre du tout en ce moment, c'est celui du début de printemps le plus chaud. En effet, avec cet hiver interminable, les commerçants désespèrent de vendre leurs produits de saison. Le point donc sur un marché très rafraîchi par nos équipes de France 3. J'achète, mais vous voyez, on achète en vitesse et puis on rentre, on n'a même pas envie de sortir, de se promener dans la rue. Un temps à ne pas mettre un client dehors sur les marchés parisiens. Cet hiver qui n'en finit pas jette un froid sur les achats. Il reste encore dans les soupes, ça vient pas. Regardez, on commence les petits artichauts nouveaux de Naples et tout. Les gens sont pas tentés. Ils nous achètent du brocoli, du chou-fleur. Ils passent pas dans les articles plus printaniers, quoi. Il y a l'eau de micelle qui part bien, tout ce qui est fumé pour faire des potées, des machins, des lentilles, comme ça. Une tendance qui se vérifie dans tous les secteurs de l'économie. Dans ce cabinet conseil, on étudie l'impact de la météo sur la consommation. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsqu'il fait froid, c'est toute l'économie qui s'enrhume. On l'observe sur les produits de consommation courante, on l'observe sur les produits, sur l'habillement, sur le secteur de l'habillement. En particulier sur ce secteur, normalement, on est sur des ventes qui devraient commencer à décoller sur les produits printaniers et les produits d'été. Et donc des produits qui devraient se vendre à plein prix maintenant risquent de se vendre ou d'être commercialisés beaucoup plus tard dans la saison et donc à un prix inférieur. Morosité de l'économie, morale en berne dans la population, l'humidité et le froid de ces dernières semaines ont des conséquences pour le moins déprimantes. Et pourtant, selon les spécialistes de la météo, il n'y a rien d'exceptionnel. Depuis l'hiver, on accumule un déficit d'ensoleillement, notamment sur le nord et l'est du pays, qui atteint parfois 30 à 50%, donc ça pèse sur le moral des gens. Tout cela avec une humidité, des températures trop basses, mais bon, on n'est pas non plus dans une situation anormale pour la saison. Il n'est certes pas anormal d'avoir froid en hiver, mais tout de même, vivement le printemps. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'en finit pas cet hiver. Mais on oublie aussi un peu, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. L'année dernière, en Ile-de-France, Laurent s'en souvient peut-être lui, mais peut-être pas vous. Il a neigé en plein mois de mai. Vous en souvenez ?
Bien sûr. Voilà, un petit conseil donc, eh ben, ne rangez pas vos pulls au fond des tiroirs tout de suite, attendez un peu. D'autant qu'on l'a dit en début d'émission, il y a une alerte neige à compter de la nuit prochaine sur les départements du Calvados, de l'Orne et de l'Eure. Ne rangez pas non plus vos cirés. D'ailleurs, on va rendre hommage à un homme exceptionnel qui est décédé hier à l'âge de 77 ans. C'est Guy Cotten, l'inventeur du fameux ciré jaune breton qui protège des bourrasques de vent et de la pluie. Il est devenu leader mondial et il a accordé à Stéphane Havano l'une de ses dernières interviews. On écoute son incroyable aventure. En 1964, Guy Cotten a 28 ans. Il travaille comme représentant pour un fabricant de cirés à Vannes. Son patron lui propose de tester ses vêtements auprès des marins pêcheurs de Concarneau dans le Finistère. Il va le faire en dehors de ses heures de travail et le week-end. J'ai consacré un certain nombre de samedis à prospecter, donc à rencontrer des marins avec un bout de tissu dans la poche. Chaque fois que j'interpellais un marin, je lui demandais s'il avait un couteau. Donc je prenais son couteau, je faisais un trou dans la toile et je lui disais tiens, essaye de déchirer. Pratiquement toujours, il y avait une exclamation en breton et moi j'enchaînais en breton aussi. 5 minutes après, où ils étaient en train de me commander des cirés, où j'étais en train de boire un coup à l'intérieur du bateau. Et en quelques mois, il se fait une clientèle sur le port, mais son patron, qui doit s'en mordre les doigts aujourd'hui, lui dit d'abandonner ces marins qui ne l'intéressent pas du tout. Du coup, Guy décide de créer sa propre société avec sa femme, couturière, car sa force à lui, justement, c'est qu'il les connaît bien, ces professionnels de la mer. Vraiment, des gens connaissant le problème du pêcheur, je pense qu'il n'y en avait pas. Nous leur avons surtout apporté un confort et nous n'étions pas plus chers. En 1965, Guy a une autre idée. Il va entrer en contact avec les écoles de voile de la région qui se posent toutes la même question. Donc avec ce qui existe maintenant, les fermetures plastiques et le velcro, pourquoi ne ferait-on pas un vêtement qui sera aussi étanche, aussi imperméable qu'une vareuse, mais qu'on pourra enfiler beaucoup plus facilement, surtout sur les dériveurs. Ça a été le démarrage de notre double activité, c'est-à-dire pêche d'un côté et voile de l'autre. Les cirés se portent évidemment dans les pires conditions météo, mais côté météo, les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Monsieur Cotten sait de quoi il parle. C'est le mauvais temps qui fait vendre nos produits. Il y a eu des années où on avait pratiquement oublié ce qu'était la pluie. L'année 76 a été une super année. Il a fait beau, sec, et en septembre, il a plu. La rentrée des classes s'est faite sous la flotte. Il y avait de la pluie partout. La veste rose brasse est rentrée dans les lycées cette année-là. En 1988, il rachète une entreprise spécialisée dans le matériel de survie. Il crée une combinaison légère, isolante et équipée de gants amovibles. Cette combinaison va être d'une grande aide pour de nombreux navigateurs, entre autres lors du Vendée Globe. Pour moi, quelque part, ce sont des kamikazes. Dans le Vendée Globe de 96-97, où il y a eu l'hécatombe d'Inelli, 36 heures sur le pont, plus de voile, plus de mât, plus rien, tenant un bout, il a pu tenir grâce à la combinaison. Bon, quand je l'ai rencontré à Paris, il m'a sauté dessus, l'émotion, quoi. À 76 ans, Guy Cotten assistait encore cette année à l'arrivée du Vendée Globe. Parmi ses amis marins et navigateurs, le papa du ciré jaune leur a consacré toute sa vie. Je vis la marine au travers d'eux, hein. Quelle belle aventure. Alors, outre les marins, bien, ce sont des centaines de milliers d'enfants qui ont porté ce fameux ciré jaune. Tout comme François Gabard, d'ailleurs, le vainqueur du Vendée Globe cette année. Bah oui, si le ciré jaune a été créé pour affronter la mer, c'est quand même le top quand il pleut. J'en ai un, moi, tout beau, tout jaune. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le prendre ce matin. Est-ce que j'ai eu tort? C'est ce qu'on va savoir tout de suite avec notre premier point météo. Alors, on sait qu'il fait toujours beau en Bretagne, hein, Laurent, ça c'est une certitude. Mais ailleurs, est-ce que c'est le cas? Alors, parler de beau temps, bon, on va parler de neige surtout avec une carte de vigilance qui entrera en vigueur à compter de la nuit prochaine. L'épisode débutera en milieu de nuit, à compter de minuit précisément. 3 départements sont concernés, le Calvados, l'Eure ainsi que le département de l'Orne avec un épisode de neige.
Vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe en regardant les images satellites. On attend de bons cumuls de pluie tout à fait inhabituels hein, pour un début avril. On a pas mal d'air froid qui arrive dans ce flux de nord-est. Et puis c'est remonté d'air plus doux avec ce temps extrêmement chargé en humidité. Déjà des pluies pour les régions de la moitié sud, pluies qui vont rejoindre le nord et au contact avec l'air froid durant la nuit prochaine. Ça donnera de la neige, de bonnes quantités de neige même, hein, prévues jusqu'à 5 à 10 cm sur une bonne partie de la Normandie, localement 10 à 15 cm sur les collines normandes, sur le bocage. Regardez l'activité pluvieuse actuellement sur les régions de la moitié sud, avec les remontées dans un premier temps par le golfe de Gascogne, mais aussi en Méditerranée, avec ce gros paquet qui remonte actuellement et qui est au large des côtes varoises. Ces nuages et ces pluies vont remonter vers le nord au contact avec l'air froid et les températures basses qui règnent actuellement sur les régions du quart nord-ouest. Eh bien, ça va donner de la neige durant la nuit prochaine. La vigilance est valable jusqu'à demain midi, une neige qui sera extrêmement lourde, collante, qui pourrait, pourquoi pas, ça risque de faire rompre les lignes électriques et donc les problèmes de circulation également qui devraient en découler. Voici la situation pour cet après-midi avec le ciel gris, des pluies localement marquées, parfois soutenues pour les régions les plus au sud, la neige entre 1300 et 1500 mètres de l'Auvergne jusqu'aux Alpes et aux Pyrénées, et puis tout au nord, pas mal d'humidité, quelques gouttes de pluie, voire de l'instabilité assez marquée d'ailleurs sur une bonne partie de la Bretagne avec de la grêle, du grésil, et puis toujours les vents qui souffleront fort, 70 km à l'heure pour les vents de secteur nord-nord-est, et puis un vent de nord très rafraîchissant, refroidissant sur la côte charentaise et la côte bordelaise avec des pointes jusqu'à 40 km à l'heure. C'est de la bise. Voici les températures de cet après-midi avec un thermomètre qui remonte un tout petit peu au nord, mais ça reste bien frais et froid pour la saison, 6 à 9 sur le nord-ouest, là où la neige risque de tomber la nuit prochaine. Ailleurs, c'est plutôt doux sur le nord-est, notamment sur la Bourgogne, 14 à Dijon, cette poche, entre 15 et 16 degrés, en allant du nord de la région Rhône-Alpes jusqu'à l'Auvergne, 13 à 14 autour de la Méditerranée, un joli 18 du côté d'Ajaccio. Voici le programme pour demain, avec les chutes de neige sur les départements que je vous ai cités, de bonne quantité. Demain matin, une neige qui devrait tenir au sol, qui sera lourde et collante. Tout cela conjugué au vent qui soufflera dans les terres jusqu'à 40-60 km à l'heure. Résultat, risque de congère également. La neige sur les reliefs. Un temps un peu plus calme au sud. Des températures prévues pour demain matin. Au réveil, température comprise entre 0 et 11 degrés. De Metz jusqu'à Ajaccio, 2 degrés seulement à Pau. Et puis dans le courant de l'après-midi, un thermomètre orienté à la baisse au nord. Pas plus de 8 dans la capitale, 5 à Rennes ou encore à Caen, et on atteindra les 16 degrés sur la Corse ou encore les Bouches-du-Rhône. Point complet à 13h35 bien sûr. Merci Laurent. Petit rappel rapide, prenez des photos de votre ciel et envoyez-les nous, elles viendront remplir notre carte de France en temps réel. Sans oublier bien sûr la nouveauté, votre participation en direct à cette émission par téléphone. On retrouve maintenant votre ciel et vu les prévisions, j'espère qu'il n'est pas trop perturbé. On commence avec Chantal. Chantal est à Angles. Bonjour Chantal, quel temps chez vous dans les Alpes de Haute-Provence? Bonjour Marine, bonjour Laurent. Je suis à Angles dans les Alpes de Haute-Provence. Ce matin il faisait beaucoup de brouillard qui a laissé la place à un ciel bleu comme vous pouvez le constater avec les montagnes enneigées derrière moi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Chantal ne parle pas trop fort. Alors je sais pas, c'est pas elle dit qu'il y a de la neige, peut-être pour le risque d'avalanche ou alors pour ne pas déranger les oiseaux qui chantaient derrière. Ouais, Merci Chantal. Chantal est tranquille, elle profite de sa belle journée. Merci pour ce joli film. Nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec un animal capable de donner la météo. Et je ne parle pas de Laurent Romeshko. Il s'agit de la chauve-souris. Sa réputation n'est pas toujours très bonne et c'est un tort, surtout au printemps, où finalement elle joue un vrai rôle de baromètre. La preuve par Wassila Guedouch. La chauve-souris est un mammifère faisant partie de l'ordre des chiroptères, au même titre que les écureuils volants. Ces animaux sont scindés en deux grands groupes, les chauves-souris dites géantes, qui se déplacent au crépuscule grâce à leur odorat et que l'on trouve surtout dans les pays chauds. Mais il y a aussi celles que l'on retrouve en France, plus petites, qui se servent comme les dauphins d'un radar pour se déplacer la nuit. C'est au printemps que ce petit animal apparaît, les conditions climatiques étant plus favorables pour leur fournir de quoi se nourrir. Et la chauve-souris, en Europe, est avant tout un prédateur d'insectes. Et les insectes sont intimement liés au phénomène climatique. Plus il va faire chaud, plus vous aurez des émergences. Quand il fait froid, les insectes ne chassent pas. À moins 7 degrés, les chauves-souris ne volent pas parce qu'il n'y a pas assez d'insectes. C'est la raison pour laquelle, en hiver, par manque de nourriture, que la chauve-souris hiberne. Les chauves-souris regagnent les cavités souterraines à partir du moment où la météorologie se dégrade et devient vraiment trop difficile.
Elle abaisse alors ses pulsations cardiaques à un battement par minute et passe la température de son corps de 38 à 17 degrés. C'est pour cela qu'il ne faut jamais la déranger car ça pourrait lui être fatal. Néanmoins, si elle semble totalement endormie, elle n'en reste pas moins consciente du climat qu'il fait. Il a plein de capteurs. C'est une petite station météo. Il va ressentir les moindres changements de température, les moindres changements d'hygrométrie. Une ventilation différente, même en étant complètement endormi, il va le ressentir. Elle guette ainsi le retour des beaux jours et comme les hirondelles, leur sortie annonce le printemps. Ce n'est pas le seul point commun qu'elle partage avec l'hirondelle, si quand cette dernière vole bas c'est signe d'orage, la chauve-souris est aussi un bon baromètre pour qui sait se montrer attentif. Rien qu'à observer les chauves-souris qu'on a en soin, je pourrais dire si les pressions sont hautes ou basses au niveau atmosphérique. Là, actuellement, avec le temps qu'il fait, il fait pas très beau, on voit que la chauve-souris, elle est en train de halter un peu. On dirait qu'elle est toute nerveuse, elle pompe en fait. Elle est en train de trembler un petit peu. Et en fait, elle se réchauffe en faisant ça. Donc, si vous voyez une chauve-souris trembler, c'est que le temps va se dégrader. Leur fragilité face au climat permet de mieux en cerner les variations à grande échelle. L'observation de certaines espèces, comme la pipistrelle, a de quoi inquiéter. Elle est très présente en Italie, en Espagne. Et en fait, cette chauve-souris remonte petit à petit, elle remonte vers le nord. Elle est en train de coloniser la France complètement. Alors on pense que c'est probablement lié au réchauffement climatique, un changement de climat et qui est plus favorable à cette espèce méridionale. Hop. Allez, il est temps de laisser notre jeune ami retrouver sa tranquillité. Bon, alors les chauves-souris n'aiment pas la lumière, donc là elle a été très gentille, donc on va la remettre dans l'obscurité. Et justement, parce que la chauve-souris n'aimait pas la lumière, à l'origine on l'appelait la chouette-souris, puisque comme la chouette, elle vit la nuit. Au cours des siècles, son nom a finalement été déformé et on parle maintenant de chauve-souris. Peut-être parce qu'elle ressemble à une souris, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec sa coupe de cheveux. C'est certain. Allez, un ciré jaune sur le dos, une chauve-souris dans la poche, vous êtes parés pour la séquence suivante. Cap sur vos questions. Je cherche ma chauve-souris dans la poche, hein. Non, je l'ai raté. Alors après les chauves-souris baromètres ou stations météo, Martin de Tours nous demande si c'est vrai que les abeilles peuvent aider à prévoir le temps, Laurent. Eh oui, c'est vrai. Déjà que les abeilles, il faut le dire, sont indispensables. Il faut les protéger. Mais c'est vrai que les abeilles sont extrêmement sensibles à la météo. Elles sont surtout très frileuses. Alors elles ne sortent butiner qu'à partir d'une température extérieure d'environ 13 degrés, pas en dessous. Ce qui correspond à la température de saison d'un début de mois d'avril. Sauf que cette année... C'est pas le cas. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de vent. C'est l'autre condition pour que l'abeille aille butiner. Car les abeilles se déplacent pour trouver la fleur parfaite quand les conditions météo sont bonnes, vous l'avez compris. D'accord. Et s'il pleut, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne sortent pas butiner. Elles n'aiment pas la pluie. C'est d'ailleurs problématique lorsque la pluie dure trop longtemps, car les abeilles finissent par manquer de pollen et de nectar. Et puis autre indicateur, quand vient l'orage, les abeilles rentrent à la ruche. C'est un bon indicateur aussi. Vous voyez donc qu'on peut, en les observant, finalement prévoir le temps qu'il fait. C'est ce que je fais tous les jours. On peut faire comme elles, si on les voit rentrer précipitamment à la ruche, on se dépêche de rentrer chez soi. En tout cas, 13 degrés et pas de pluie. Apparemment, aucune chance d'en apercevoir aujourd'hui. À mon grand désespoir d'ailleurs. Pour se consoler, nous avons en revanche reçu une nuée de photos. Et avec le son, s'il vous plaît, c'est ma photo et c'est tout de suite. Oui, parce que la nouveauté, c'est que maintenant, on a l'image et le son. Eh oui. Alors, physionomie globale de cette carte, Laurent. C'est pas mal, on voit bien, enfin. C'est pas mal, c'est conforme. Quand je dis que c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on voit les nuages qui sont présents au sud. Il y a un ciel bien gris sur une bonne partie de l'Aquitaine, sur le piémont pyrénéen, jusqu'en vallée du Rhône. Les côtes méditerranéennes ne semblent pas épargnées d'ailleurs, avec un ciel bien chargé. Puis les quelques éclaircies tout au nord. Sur le nord-ouest, là, un temps plutôt calme, un temps frais, froid. On attend la neige, je vous le rappelle, pour la nuit prochaine sur les 3 départements, Calvados, Orne et l'Eure. On en reparle dans le point météo dans un instant. Peut-être encore du blanc sur nos photos demain. Donc allez, on commence tout de suite aujourd'hui en Corse, à Calvi. Jean-Claude nous a envoyé une superbe photo de son ciel, comme ça très, très moutonneux. Et il est au téléphone avec nous. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Bonjour Marie, bonjour Laurent. Bonjour. Bien. Oui, très bien. Alors vous êtes un habitué de Météo à la carte. Vous nous envoyez souvent des photos?
Attendez, j'ai pas compris ce que vous avez dit là. Vous nous envoyez souvent des photos, Jean-Claude? Ah oui, absolument. J'en envoie 2-3 par jour. Bon. 2-3 par jour? J'habite juste en face, là, la photo que vous voyez. Je suis en face. Hein. En face de la citadelle. Une bien belle vue, hein, en tout cas, de chez vous. On voit que les éclaircies sont plutôt bien présentes, mais ça peut être un petit peu menaçant. Hein. On le voit sur la gauche, là, au-dessus du centre-ville de Calvi. Il y a pas mal de nuages un petit peu sombres. Il y a eu 2 petites ondées ce matin, Jean-Claude? Si, il a plu, puis là, bon, ça s'est arrêté, mais je crois qu'il va repleuvoir, hélas. Mais seulement les montagnes, elles sont toutes blanches. Il a beaucoup neigé. Oui. Ça y est, la neige est déjà tombée en Corse. Ah bah, elle est tombée, Jean-Claude, en quantité, hein, durant toute la saison. Jean-Claude, ne vous plaignez pas, parce que par rapport au reste de la France, vous avez une température relativement clémente. Moi, allez, je vous annonce un bon 15-16 degrés cet après-midi. C'est peut-être déjà ce que vous avez. 18. Ah ouais, 18. Oh là. 18. Eh ben Jean-Claude, profitez bien. Faisait 18. Merci Jean-Claude, bonne journée à vous. À la prochaine, continuez à nous envoyer des photos surtout. Merci à Marine et merci à Laurent. Merci je vous en prie, bonne journée Jean-Claude. On va découvrir une autre photo. C'est Delphine qui a pris cette photo. Elle est en Haute-Savoie, à Thônes. Alors, on est en plein pays savoyard, là, avec un ciel qui est un petit peu laiteux. On est en marge, la perturbation remonte actuellement sur l'ensemble des régions de la moitié sud. De la neige, très certainement cet après-midi, pas à Thônes, mais à plus haute altitude, généralement à partir de 1500 mètres, les premiers flocons de neige. Et le fameux brouillard dont nous parlait Chantal tout à l'heure, hein, qu'on a eu au téléphone, qui était à Angles aussi. C'est vrai que là, on sent que c'est très brumeux. Brouillard, effectivement, au fond des vallées. Allez, on prend la direction de l'Indre, vers le Val-de-Loire. Voilà, avec une photo de Perrine qui est à Beaumier et qui, justement, est au téléphone, est en ligne avec nous. Bonjour Perrine. Bonjour Marine, bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Perrine? Alors, je suis infirmière dans un service de chirurgie à l'hôpital de Châteauroux. Bon, c'est bien gris chez vous ce matin, apparemment? On dirait, en tout cas. Oui, c'est bien gris et c'est froid. Vous nous situez un petit peu, Beaumier? C'est pas très loin de Tours? Où ça se trouve où? Je suis à 2 heures de Tours et je suis à 20 minutes à peu près de Châteauroux. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de votre après-midi, Perrine, avec ce temps gris et frais? Je ne sais pas trop. Justement, je devais retrouver des collègues cet après-midi, mais je pense que je vais rester au chaud chez moi dans le canapé avec une couverture. C'est repos aujourd'hui, Perrine? Oui, c'est repos, oui. Peut-être que Perrine a travaillé le matin. C'est vrai que quand on est infirmière, on a des horaires décalés parfois. Profitez-en bien, en tout cas. Vous nous suivez souvent, Perrine? Vous avez le temps de nous suivre? De temps en temps, oui. Quand je peux, j'essaye. Parfait. Bon, continuez comme ça. Merci Perrine, en tout cas pour la photo. À très bientôt, Perrine. Merci à vous. Au revoir. Ciao, ciao. Allez, je vous emmène maintenant au Forum international de la météo et du climat. J'ai tenté de percer le mystère des prévisions, c'est pas simple. Hein. J'ai en tout cas fabriqué mon propre thermomètre. Suivez le guide, l'atelier météo pratique, c'est par ici, enfin par là. Un reportage de Solène Razurel. Cette année, le Forum international de la météo et du climat fête ses 10 ans à Paris. Un anniversaire que Météo à la carte ne pouvait pas rater. Ici, l'objectif est de sensibiliser le public aux enjeux, évidemment, de la météo, du climat, mais aussi de l'environnement. Et n'ayez pas peur, on peut faire tout ça en s'amusant. Suivez-moi. Premier apprentissage pour Marine, le rôle des images satellites face aux risques météo. C'est des photos satellites en fait, tout ça. Attends, il y a une loupe et tout. Je vais nous chercher. Voilà. Alors, je vais voir si je vous vois, Laurent. Mais je vous ai trouvé, Laurent. Mais vous êtes là, sur la plage. Voilà quoi, vous occupez vos week-ends maintenant. J'ai trouvé. Les 2500 satellites en orbite autour de la Terre prennent des photos en permanence. Des prises de vue qui permettent d'analyser les changements climatiques, d'anticiper les catastrophes naturelles ou d'en mesurer les dégâts. Cette photo-là, on voit avant ce qui se passait. C'est un avant-après en fait. Voilà. Et ça, c'est un cyclone qui est responsable? Tout à fait. Donc en effet, on note que le ponton est quasiment arraché. On a ici beaucoup de débris. Voilà, le sable est arrivé sur les routes. Toutes les voitures qui étaient ici sont complètement été submergées. Je suis curieux de nature. Cousine du cyclone, c'est la tornade. La tornade, elle, se forme sur Terre, principalement. Voilà. Donc on peut voir cette photo d'une ville qui est
complètement. Attendez, ça c'est le tracé de la tornade? Tout à fait. Incroyable. Voilà. Et donc ces satellites qui sont en place tout là-haut, chaque jour prennent des photos pour finalement nous protéger ou en tout cas nous aider à réagir Voilà. au mieux Tout à fait. face aux événements climatiques. Nous aider, au mieux. Voilà. Merci beaucoup, Je vous en mademoiselle. prie. Ce forum est le rendez-vous des passionnés de météo comme Janine, rencontrée au détour d'une allée. Forum de la météo, du climat et tout, ça vous intéresse à ce point-là la météo? Bien sûr, mais je veux savoir ce qui va me tomber sur la tête le jour même et le jour suivant. C'est vrai, donc c'est pas idiot, hein. Vous êtes, comment dire, vous prévoyez le Voilà, coup, comme j'aime ça, bien vous- savoir, et toute la semaine je regarde et souvent je note. Ah ouais, vous prenez des notes? Ah mais oui, les températures et le temps qu'il va faire. Génial, et donc N'est-ce ah oui, pas c'est précis. Alors qu'est-ce que vous faites du coup le matin? Vous regardez vos notes et vous vous dites tiens, je m'habille comme ça? Voilà. Mais les plus passionnés de météo ici, ce sont les enfants. Marine les rejoint pour fabriquer avec eux un thermomètre. Et ça existe depuis quand le thermomètre? Depuis l'époque de Louis XIII, donc le début du XVIIe siècle. Dans les 1600 et quelques. Et pour fabriquer un thermomètre, rien de plus simple. Il vous faut une petite bouteille d'eau qui servira de réservoir et une paille pour la colonne. Maxime et moi, on est partenaires sur ce coup-là. Faites d'abord un trou dans une capsule à l'aide d'une pointe, puis faites passer la paille à l'intérieur. La fixez avec un point de colle. Vous collez ensuite le papier sur la paille dans le sens de la longueur. Il servira à noter les températures. Donc la température était de 19 degrés dans la bouteille et après Donc quand on va visser le bouchon avec la paille, ça va faire monter un peu l'eau dans la paille. Qui sera... Donc on va pouvoir marquer le niveau de l'eau dans la paille qui sera à 19 degrés. D'accord. Et quand on va plonger dans l'eau chaude, le niveau d'eau dans la paille va monter. Et donc on pourra monter après, quand ça va stabiliser, le niveau d'eau dans la paille qui correspondra à la température de l'eau qu'on connaîtra. Ah, d'accord, Ce qu'on appelle étalonner un thermomètre. T'as compris comment ça marchait? Parce qu'en fait, le liquide que tu mets là-dedans, On va recoller une petite languette de papier dessus. il a sa température ambiante. Si tu le chauffes, il va se dilater, il va prendre plus de place dans l'espace. Donc comme on le met dans un petit tuyau, comme il peut pas s'écarter comme ça, même plus, il s'écarte vers le haut. Évidemment, Marine ne pouvait pas quitter le forum sans s'essayer un exercice pratiqué par Laurent chaque jour sur l'émission, la présentation d'un bulletin météo. Je vais essayer de lui faire faire la météo. Vous vous moquez pas de moi, hein? Non mais c'est pas grave. Ah bah si on faisait passer quelqu'un avant moi. Ouais, on va... Allez, d'abord, qui a envie de le faire avant moi? Parce que je me sens pas trop d'essuyer les plâtres. Je m'appelle Ostiane. Sur un plateau de télévision, on présente la météo devant un fond vert, une couleur qui est ensuite remplacée par les images de la carte du jour. Un exercice pas si facile, car le présentateur doit commenter les images qu'il observe sur un écran face à lui. Et on commence. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, vers le sud, il y aura beaucoup de soleil. Vers Paris, voilà, il y aura de la pluie. À Lille. 7 degrés. 7 degrés à Lille. Voilà. N'oubliez pas vos parapluies, couvrez-vous bien et bonne journée. Enfin, après Ostiane, c'est au tour de Marine de se prêter au jeu de la présentation météo. Alors c'est parti pour ce point météo complet. On va commencer par la journée d'aujourd'hui, hein, à la mi-journée très précisément. Alors, attends, j'essaie de me rappeler comment fait Laurent déjà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit. Alors voici la situation, la dépression dont nous vous avons parlé toute cette journée. Je suis nulle, c'est horrible. La situation sur l'ensemble du pays, voilà, avec un temps relativement maussade, hein, comme on peut le voir. De l'Alsace jusqu'à la Gironde et même un petit peu sur le Pays Basque, comme ça. Alors voilà, voilà, avec des vents qui arrivent d'ouest vers le nord, des vents de nord-ouest qui remontent comme ça. C'est gentil. Mais franchement, entre nous, Laurent, c'est un métier. Je vous laisse faire, à vous l'antenne. Je vous passe le relais pour un vrai point météo. Si c'est un métier, c'est vous qui le dites. Moi, je veux bien vous croire, Marine, tout à fait. On a appris que la Gironde était passée côté espagnol, là, maintenant. Mais ça, c'est juste le problème d'orientation sur le fond vert. Je me suis trompée sur le coup des vents, mais la Gironde, je l'avais placée au bon endroit. Mais enfin, je suis extrêmement mauvaise, donc vous pouvez me flageller, allez-y. Alors, du vent, il va y en avoir. Il y a en prime de la neige. Je voudrais vous montrer cette carte sur laquelle il n'y a pas d'indication de vent, mais une indication de neige. 3 départements sont en vigilance orange à compter de la nuit prochaine, à compter de minuit jusqu'à demain midi. Les départements du Calvados, de l'Eure et de l'Orne, avec là un épisode
épisode neigeux. Vous allez comprendre ce qui se passe en regardant les images satellites. On a beaucoup d'air frais, d'air froid, vous vous en êtes rendu compte bien sûr, hein, sur une bonne moitié nord avec ce flux de nord-est. Et puis ces remontées nuageuses, cette perturbation de l'air très humide, plus doux, et au contact avec l'air froid durant la nuit prochaine, puisque cette perturbation remonte vers les régions de la moitié nord, et bien forcément ces précipitations vont se transformer en neige. Alors une neige extrêmement lourde, une neige collante qui risque de poser des problèmes, notamment sur les lignes électriques, puisque le poids de la neige pourrait faire rompre certaines lignes, des problèmes de circulation aussi, des chutes de neige assez hétérogènes. Les cumuls seront différents selon les régions. Le nord du Calvados devrait être assez épargné, en revanche, sur le reste des départements. Là, on attend 5 à 10 cm localement et parfois sur les collines normandes jusqu'à 15 cm. L'activité pluvieuse, pour le moment, en tout cas en plaine, puisqu'en montagne, ça va donner un petit peu de neige cet après-midi, c'est remonté par le golfe de Gascogne. Il y a ce gros paquet actuellement qui aborde les côtes méditerranéennes. Tout cela va remonter dans un flux de sud-ouest assez rapidement, sud-est même, sur les régions de la moitié nord. Résultat, pour cet après-midi, nous allons retrouver le ciel gris, des pluies soutenues sur les régions les plus au sud, un vent assez rapide en Méditerranée, la neige entre 1300 et 1500 mètres selon les massifs. Encore une petite poche d'éclaircies sur les régions du quart nord-est et puis déjà de l'instabilité sur le nord-ouest avec une crainte d'averses accompagnée de grêle de grésil, notamment sur le Finistère ou encore les côtes d'Armor. Vent également soutenu près des côtes avec des pointes jusqu'à 70 km à l'heure. Les températures, les voici. Ça reste frais, voire froid pour la saison, surtout sur le nord-ouest, 6 à 9 degrés. Vous comprenez mieux pourquoi la neige risque de tomber la nuit prochaine. Ailleurs, c'est plutôt doux, notamment sur la Bourgogne, 14 à Dijon, entre 15 et 16 en allant du Dauphiné jusqu'à l'Auvergne. Et puis péniblement 10 degrés à Tarbes et 18 tout de même attendu du côté d'Ajaccio. La tendance pour demain matin, la nuit prochaine, l'épisode neigeux aura démarré. Demain matin, nous retrouverons la perturbation sur l'ensemble de ces régions, les chutes de neige sur les départements près de la Manche avec des cumuls parfois assez importants pour la saison, un ciel voilé près des frontières avec la Belgique et l'Allemagne. Et puis au sud, retour d'éclaircies, de la neige à basse altitude, notez-le sur les Pyrénées, 600 mètres en matinée, 800 dans le courant de l'après-midi. Des éclaircies autour de la Méditerranée, toujours les vents encore plus forts près des côtes de la Manche de secteur nord-est qui risque de favoriser la formation de congères là où il aura neigé. Les températures, les voici pour demain matin. Au réveil, des valeurs qui s'échelonneront de 0 jusqu'à 11 degrés pour Ajaccio, 5 degrés seulement à Biarritz. C'est frais, froid pour la saison. Dans le courant de l'après-midi, thermomètre qui devrait être en baisse pour les régions de la moitié nord, entre 5 et 9 degrés et pas plus au nord de la Loire, jusqu'à 16 degrés autour de la Méditerranée et sur la Corse. La suite du programme maintenant pour la journée les journées de samedi et de dimanche. Votre week-end, amélioration sur le nord-ouest avec le retour d'éclaircies, toujours de la fraîcheur côté thermomètre, 8-12 degrés. Forte instabilité avec des pluies localement soutenues sur les départements méditerranéens. La neige en montagne à basse altitude pour un mois d'avril entre 600 et 1200 mètres seulement. Entre les deux, un ciel chargé avec là beaucoup d'humidité et des ondées. Amélioration provisoire et temporaire pour la journée de dimanche avec de belles éclaircies. Encore des averses résiduelles, voire orageuses sur les Alpes frontalières. Quelques giboulées de neige à compter de 1600 mètres. Et puis sur le nez de la Bretagne, c'est l'arrivée de la nouvelle perturbation. Température en hausse, on repassera en flux de sud. Résultat, une hausse progressive des températures. Ça se confirme pour le début de semaine prochaine. Lundi et mardi, un thermomètre orienté à la hausse, 11-15 degrés, mais un temps extrêmement gris, avec la perturbation qui arrivera dimanche par la pointe Finistère, qui devrait gagner une large moitié ouest pour la journée de lundi. Quelques éclaircies résisteront encore sur les régions de l'Est, comme vous le constatez. Un petit peu d'instabilité avec pour le sud des Alpes et la Corse aussi quelques averses au programme. Nous repasserons dans un flux océanique, un flux d'ouest qui se réorientera pour la journée de mardi au sud-ouest, ce qui devrait faire augmenter les températures. 13 degrés en moyenne au meilleur de la journée. On est loin de les avoir actuellement. 17 pour la moitié sud. Au sud, là, de belles éclaircies. Quelques brumes tout de même. Le vent soufflera dans le golfe du Lion, apportera beaucoup d'humidité en provenance de la mer. C'est ce qu'on appelle des entrées d'air maritime. Et puis au nord, la perturbation qui circulera dans ce flux de sud-ouest avec des températures, je vous l'ai dit, en légère hausse. Est-ce que cette hausse va se poursuivre pour mercredi et jeudi? La réponse est oui. Pour la journée de mercredi, 14-18 degrés. On commencera alors, très lentement, très progressivement à s'approcher des valeurs de saison. Le soleil ne comptez pas trop dessus. Les nuages couvriront le pays. Ce sera le prix à payer pour que les températures remontent. De la neige toujours en montagne et puis des ondées assez fréquentes. Fréquentes également pour la journée de jeudi, excepté peut-être autour de la Méditerranée. Ces régions devraient être épargnées. De belles éclaircies sur la Corse. Températures qui là bougeront peu, 14-17 degrés. Et toujours ce flux d'ouest extrêmement perturbé qui intéressera l'ensemble du territoire. Pas de jaloux, l'indice de confiance jusqu'à jeudi prochain est de 3 sur 5, donc plutôt bon.
Il y a des chances que ça tienne comme ça. Allez, on va élargir le champ maintenant, l'objectif, et puis on va regarder le temps prévu sur l'ensemble de l'Europe, et ce pour la journée de demain. On note déjà que les températures remontent sur le nord de l'Europe. C'est le cas sur la Scandinavie ou encore la Russie, où il y a eu un épisode de froid assez important. La neige s'arrêtera de tomber sur la Pologne, avec des températures qui resteront froides, 1 degré à Varsovie, 2 à Berlin, avec un ciel désespérément gris, un plafond bas, beaucoup d'humidité sur toute l'Europe centrale. Le soleil, il faut aller chercher sur la botte italienne, la Grèce, sur la péninsule ibérique également pour l'Espagne et le Portugal, avec la perturbation qui est remontée. Et derrière, les éclaircies reviennent avec un thermomètre qui atteindra péniblement les 15 degrés à Lisbonne. Beaucoup plus élevé sur le nord de l'Afrique, 23 degrés à Tunis. D'ailleurs, on va glisser un petit peu plus au sud. On va regarder le temps prévu sur l'ensemble du continent africain. Alors, les éclaircies tout au nord avec des températures jusqu'à 23 degrés à Tunis, 31 sur la Libye. Puis là, on voit bien l'activité orageuse sur toute la ceinture équatoriale, avec du golfe de Guinée jusqu'au Kenya, des orages qui vont se manifester. Des températures, vous le voyez, qui seront élevées à Libreville jusqu'à 31 degrés. Sur le Malawi, 25 degrés à Lilongwe, je l'ai bien dit. Et puis des éclaircies présentes sur Madagascar à Tananarive. J'ai dit un A en trop, je crois bien. Vous l'avez très bien dit, Tananarive. J'ai dit au moins 4 Na, à mon avis. Allez, on va fêter aujourd'hui, en ce jeudi 4 avril, avec un soleil qui va gagner 4 minutes d'ensoleillement. On fête qui, Marine? On fête les Isidore, les Alettes et les Mayas. Maya, vous savez, comme dans le dessin animé. Il y a de la cohérence dans cette émission. On a parlé d'abeilles et on fête les Mayas finalement. Qui butinait régulièrement avec son copain Willy. Voilà, si j'osais, je chanterais, mais je vais m'abstenir. Non. Dans un instant, si près de chez vous, le polar du réel, 16h10, des chiffres et des lettres. À tout à l'heure, s'il vous plaît, sur France 3. Et surtout, soyez là demain, 12h55, pour un nouveau numéro croustillant de Météo à la carte. Ciao, ciao. Attention à la vigilance neige à partir de ce soir.